Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Il est 20h, nous sommes sur rtsradio.fr et c'est lundi. C'est donc le rendez-vous incontournable du hand, la seule, l'unique émission tous médias confondus à parler d'une heure et demie de handball. Et comme tous les lundis, c'est un excellent programme qui vous attend. On va commencer par recevoir Cyril Dumoulin. Le portier chambérien reviendra avec nous sur le trophée des champions, sur le début de saison de Chambéry, sur l'équipe de France et bien entendu sur Billets de match, dont le deuxième tome est prévu pour septembre 2014. On enchaînera sur un point complet sur le championnat de LNH. On jouait la deuxième journée ce week-end. On analysera tout cela avec nos équipes d'experts. Coup de projecteur également sur une discipline dérivée du hand, le hand fauteuil. Et notre invité Patrick Bizet nous dira tout sur cette discipline. Il a ouvert une section à Dieppe, donc on en parlera avec lui. D'ailleurs, le 28 septembre se déroulera un match d'exhibition, une démo. Il aura besoin d'un petit coup de main du monde du hand pour faire venir un peu le public et faire connaître cette discipline. Place ensuite à la Ligue des Champions, c'est la reprise de la coupe la plus prisée des clubs de hand. Paris-Dunkerque ont-ils réussi leur entrée en matière? Réponse avec Sébastien Ripstein juste après. Et comme d'habitude, on finira par la Pro D2 avec l'excellent Sébastien Mangin. Sans eux, l'émission ne serait pas ce qu'elle est. L'équipe d'experts qui m'accompagne ce soir, alors elle est arrivée il y a 2 émissions et cela, elle est crainte un peu par nos invités, grâce ou à cause de ces interviews décalées à l'antenne. Elle est très à l'aise, c'est Madame Stéphanie Fernandez. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, bonsoir. Alors, il a un peu notre Pierre Ménez à nous, aussi bon dans ses analyses que tranchant dans ses coups de gueule. L'ailier gauche d'Aix tape toujours dans le mille, c'est Mickaël I. Bonsoir Mika. Salut, les kilos en moins quand même. Ouais, les kilos en moins, ça forcément. Et puis notre spécialiste du hand étranger débute également cette saison avec nous. Il est l'égal d'Einstein un peu au hand, c'est notre génie du handball, c'est Sébastien Ripstein. Salut Seb. Salut, bonsoir tout le monde Alors, et merci aussi pour la comparaison. ouais, j'ai essayé de trouver des rimes en Ripstein, mais c'est difficile, donc voilà, j'ai trouvé Einstein, bravo. Merci, merci. Et puis on n'oubliera pas en off l'indispensable Sabine également qui s'occupe du chat sur rtsradio.fr, donc n'hésitez vraiment pas à lui poser toutes les questions, que ce soit à Cyril Dumoulin ou à nos experts. On essaiera de retranscrire les meilleurs tout simplement. Allez, c'est parti pour cette troisième émission. On va accueillir dans quelques instants Cyril Dumoulin qui devrait nous appeler bientôt. Mais on va déjà s'enquérir encore d'état de santé de Mickaëli. Je vous rappelle, blessé, qui n'a pas joué le match contre Ivry. Alors Mika, comment ça va? Rassure-nous. Ça va mieux, ça va mieux. Je me suis un peu entraîné ce soir, ça commence à aller bien. Donc strapé, ça devrait être bon pour ce week-end. Ça devrait être bon pour ce week-end. Alors, t'as vu un peu la victoire d'Aix-en-Provence face à Ivry. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus? Bah, écoute, ça a été une grosse défense. On a eu un peu plus de problèmes en attaque, mais vu que Ivry a vraiment buté sur notre défense en première mi-temps, on a réussi à prendre le large un peu. En deuxième mi-temps, on s'est un peu éteint en attaque, donc ça leur a permis de remonter, mais sur le fil, avec un peu de réussite, je crois que c'est même Ivry qui peut qui peut se taper sur les doigts parce qu'il leur reste 14 secondes, ils ont le ballon, ils arrivent à perdre la balle et nous on provoque un penalty en contre-attaque et c'est Alexandros Vasilakis qui transforme et qui nous ramène les 2 points, ma foi, bien mérités au vu de la physionomie du match. Alors 2 points qui font du bien. Bon, c'est que la deuxième journée. On a appris aussi il y avait un petit nouveau du côté d'Aix, c'est Noka. Alors qu'est-ce qui vous apporte et quel est vraiment son rôle par rapport à votre entraîneur Jérémy Roussel? Ben, il le conseille. Après, il a pris quelques séances d'entraînement. C'est vrai que c'est un personnage, donc forcément, ça fait du bien un peu de remettre un peu d'ordre dans certains secteurs de jeu où on était un peu désordonné, non pas à cause de l'entraîneur, mais à cause des joueurs. Et une personnalité comme ça qui arrive, forcément, les joueurs ont plus tendance à écouter ce qu'il dit et à essayer d'appliquer. D'autant qu'il est vraiment intransigeant sur tout ce qui est placement, tout ça. Donc forcément, ça fait un peu de bien. Mais bon, il est là pas uniquement pour la première, il est là pour le développement du club dans son intégralité. Donc on aura la chance de l'avoir de temps en temps. De temps en temps, il sera avec la réserve, avec le staff dirigeant du club. Donc non, mais c'est un plus et on va en profiter le temps qu'il est là.
Alors il va rester 6 mois, c'est ça? Moins que ça, il a jusqu'à janvier, je crois. Ça fait 3-4 mois. Jusqu'à janvier, bah écoute, c'est parfait. Sébastien, est-ce que ça peut être vraiment un plus pour Aix d'avoir un. Voilà, on le connaît, hein, forcément. Il est champion d'Allemagne avec Kiel, je sais pas combien d'années d'affilée. Vraiment un gros personnage qui arrive sur Aix, hein. Ah oui, tout à fait. De toute façon, quand on parle handball et quand on parle de Noka Seladaricic, le bonhomme déjà, comme a dit Mika, impose le respect. Ça, sa capacité à parler du handball et à connaître son métier n'est plus à prouver. Ça, c'est une certitude. Alors, Après, moi, je pense que ça peut être un vecteur plus pour Aix et pour le club en général, quoi, je pense, la venue de Noka. ouais, et pour Jérémy Roussel également, hein, j'imagine qu'il va engranger pas mal d'expérience auprès de ce monstre euh, qui est le mentor de Karabatic, hein, de Nicolas, hein. Hein, qui a surtout une grosse expérience. Hein. Et tu parlais de Kiel, mais elle a aussi entraîné Cellier, etc. Donc, c'est vraiment un monsieur. Ouais, hein, monsieur. Alors, en attendant Cyril, qui devrait pas tarder à nous appeler, voilà, on passe un peu en revue cette seconde journée. Il y a aussi, on va parler forcément de Toulouse, qui se déplaçait à Dunkerque. C'était pas chose facile, défaite 31-27. Dunkerque qui montre bien ils vont être encore présents cette année, et Toulouse, bah, voilà, qui a un peu, qui a fait ce qu'ils ont pu, j'ai envie de dire, Stéphanie. Ce qu'ils ont pu, oui. Après, Toulouse débutait le championnat cette saison par Paris et Dunkerque, les deux premiers de la saison dernière. C'est pas chose facile. C'est clair. Ils ont réussi à ramener quand même un point sur ces deux journées. Faire l'exploit à Dunkerque, Dunkerque de toute façon est une grosse équipe. Elle est annoncée comme, elle n'était pas encore rentrée en Ligue des Champions, donc toute sa forme, difficile de les battre. Après ils ont quand même relativement tenu, mais je crois que beaucoup de pertes de balles, beaucoup de minutes, enfin beaucoup de voilà, donc un peu déçu, mais en même temps, je pense pas que Toulouse était parti pour amener les 2 points non plus. Voilà. On va dire que le championnat pour Toulouse commence avec la réception d'Ivry. Ils commencent, enfin, ils ont plutôt intérêt, oui, de ramener les 2 points contre Ivry. Quand tu joues à la maison contre Ivry, oui, tu dois gagner, d'autant plus que Ivry commence, lui, par contre, sa saison, une saison un peu plus délicatement, C'est vrai. ouais, ils sont peut-être pas en confiance, mais c'est aussi le danger, parce qu'ils vont peut-être arriver hyper remontés, et de se dire qu'on joue à l'extérieur, c'est déjà porter moins de pression que ceux qui jouent à domicile, donc pourquoi pas? Pourquoi pas créer la surprise? C'est jamais facile de les jouer. Quand Toulouse joue Ivry, c'est jamais facile. Alors il y a une autre équipe également qui commence vraiment mal ce championnat, comme elle l'a fini d'ailleurs, c'est Tremblay. Tremblay qui se déplace à Saint-Raphaël. Alors, pas eu de miracle, 29-26 pour Saint-Raphaël, mais Tremblay, voilà, sont avant-derniers de ce championnat. Ça commence mal. Ils reçoivent Nîmes. Ça peut être un match piège, Mika, hein. Ouais, aller à Saint-Raph, forcément, c'était difficile. Maintenant, recevoir Nîmes, pour eux, c'est le moment de se relancer, j'ai envie de dire. Alors, même si Nîmes, de son côté, va aussi avoir envie d'engranger ses premiers points, mais quelque part, Tremblay, c'est quand même annoncé comme une équipe intéressante de ce championnat qui veut jouer quelque chose et qui aimerait s'extirper, contrairement à l'année passée, rapidement de la zone dangereuse. Mais Nîmes va commencer à avoir besoin de points dès la 3e journée, donc forcément ils vont y aller conquérants. Mais dans les annales, Nîmes a rarement gagné à Tremblay quand même. Ouais, effectivement. Donc, prochain match face à Nîmes. Nîmes, pareil, hein, qui, bon, on le savait, peut-être un peu de difficulté dans le championnat. Ils reviennent avec une équipe pratiquement inchangée également de Pro D2. Et Nîmes qui n'a pas fait mieux que perdre face à Cesson à domicile, 22-27. Bon début de saison de Cesson après son match nul face à Chambéry, qui gagne à Nîmes. Sébastien, les Bretons les attendaient peut-être pas là, hein. Bon, on sait que les Bretons, c'est une équipe qui est toujours difficile à jouer, surtout à domicile. C'est vrai qu'après ce résultat à Nîmes, bon, c'est une surprise, oui et non, parce qu'on sait quand même que Cesson, c'est comme costaud, quoi. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas énormément eu de changement au niveau du collectif. Mais la victoire prouve quand même la qualité de ce groupe, et notamment d'un garçon que j'adore, qui est Yann Gentil, qui est un très très bon gardien, qui a fait pencher la balance côté breton. Et c'est vraiment une belle petite équipe qui, je pense, peut faire 2-3 coups d'éclat cette saison, comme ils l'ont fait l'année passée.
Alors, je crois qu'on a Cyril Dumoulin avec nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation Cyril, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, hein. Avec plaisir, merci à vous Alors, d'avoir invité. c'est normal, alors pas mal de choses à aborder avec vous, et on va commencer quand même par le Trophée des Champions, forcément. On a l'impression, hein, Cyril, à l'image de Benjamin Gilles qui était en larmes, que c'est bien plus qu'une victoire et qu'un trophée, hein. Oui, ouais, c'était quelque chose d'énorme pour nous, pour tous ceux qui sont là depuis un moment. Benjamin en premier, c'est 11 ans de travail, 11 ans de finale perdue et enfin une finale qu'on gagne. Alors c'est vrai que certains diront que c'était peut-être que le trophée champion, mais c'est simplement le fait d'être allé au bout du truc, d'avoir gagné, et qui poussait dans les conditions dans lesquelles on l'a gagné. C'est ça qui a vraiment compté. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'émotions à la sortie de cette victoire. Alors, pourtant, on avait reçu Romain Guillard juste le lundi qui précédait cette finale. Pourtant, les conditions de jeu avec cette chaleur n'a vraiment pas aidé pour jouer au handball. Non, c'était loin d'être idéal, et même pour le spectacle en général, parce que c'est vrai qu'il est passé le premier quart d'heure, on s'arrêtait toutes les 3 minutes dès qu'il y a quelqu'un qui tombait par terre, il fallait passer un coup de serpillière. Au bout d'un moment, même les serpillères elles-mêmes mouillaient plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'était des conditions très difficiles, puis physiquement c'était extrêmement éprouvant. Moi je me rappelle quand même à la sortie d'échauffement de la finale, j'étais déjà cuit, j'étais loin d'être le seul, donc c'est vrai que c'était très très pesant. Mais bon, après, c'est vrai que le reste, l'organisation était très bien. Certes, les tribunes n'étaient pas complètement remplies, mais voilà, le reste était bien, donc ça faisait un peu, ça venait un peu équilibrer la balance. Mais c'est vrai que dans elle-même, on aurait aimé quelques degrés de moins, ça aurait pu faire plaisir. Alors, le fait d'avoir gagné comme ça le trophée, d'avoir un peu vaincu cette malédiction, est-ce que vous vous sentez peut-être un peu plus relâché pour entamer cette saison qui s'annonce vraiment longue? Oui, mais surtout, en fait, c'est venu à sortir des choses qu'on pensait, qu'on estimait possible. Maintenant, c'est du concret, on l'a fait. Et surtout, c'est venu valider un projet de jeu qu'on a mis en place, qu'on a construit dans ce circonstance-là, s'appuyant principalement sur la rigueur et sur du combat, en disant que finalement, on est peut-être moins talentueux qu'on veut bien le croire, et c'est à travers ça qu'on va gagner. C'est vraiment ensemble, en se reposant sur des valeurs vraiment collective, et ça a marché, c'est sur ça qu'on a gagné, et je pense que ça va être du coup ancré en nous, et ça va devenir notre ligne directrice sur le reste de la saison. Alors justement, ce championnat qui a débuté contre un nul face à Cesson s'est enchaîné par une courte défaite contre Paris, et j'imagine que cette défaite contre Paris doit vraiment vous laisser un goût amer, hein. Oui, c'est très très frustrant, et honnêtement même le match nul à Cesson, parce qu'on a la balle de +3 à 2030 à la fin, donc on a le match en main, et là, on se précipite un peu par péché de maturité, je dirais, alors qu'au contraire, c'était peut-être à nous de faire le boulot. Et puis Paris, où nouvelle fois, on a abordé le match dans exactement les mêmes conditions qu'on a abordé le trophée des champions, et puis ça a marché. On les a vraiment fait douter, on leur a fait peur, et c'est vrai que sur la fin, ils arrivent à revenir, ils sortent un peu le top parfait sur cette victoire, avec en plus ce pénalty raté à la fin qui est un peu plus frustrante, mais donc il y a beaucoup de déceptions, mais aussi on fait aussi et qu'on est toujours dans le vrai, qu'on se trompe pas et que ça va payer. Et le trophée des champions il est encore une fois là pour nous rappeler. Alors justement, ce penalty, voilà, à l'image de Jérôme Fernandez face à Toulouse, là c'est Edine Mazic qui se présente face à un Patrice Annonay vraiment en chaleur en ce début de saison. Est-ce que vous avez un peu parlé avec Patrice à la fin du match, entre deux gardiens comme ça? J'ai surtout félicité parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours été mis dans les meilleures conditions depuis le PSG version Qatar, et que malgré tout il est toujours là, et il a fait preuve vraiment de fidélité à ce club et beaucoup de volonté. Il se bat pour ce maillot, on sent qu'il l'aime, et là sur ce début de saison, ce qu'il fait, il est récompensé. J'ai vu qu'il a encore enchaîné sur un bon match contre Minsk, donc voilà, je sais que c'est un bosseur, et moi ça fait plaisir pour des mecs comme ça qui sont pas forcément toujours mis en avant, mais qui continuent de bosser, de réussir comme ça, et on peut que le féliciter. Alors, je vais poser une petite question à Michaeli qui est là, et puis même, donc je suis accompagné de Michaeli, et Stéphanie Fernandez et Sébastien Rimstein. Paris. Salut à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Paris, Mika? Est-ce que Paris s'en sort bien? Ils évitent la défaite parce que c'est la marque d'une grande équipe, ou alors ça va être compliqué pour Paris, et peut-être que le championnat n'est pas si joué qu'on peut le croire.
Ah ben moi, j'aurais plutôt envie de dire enfin, de penser, d'espérer que le championnat n'est pas joué d'avance, au vu de leur première prestation. Maintenant, autant l'année dernière, ils s'étaient mis très vite en jambes, la mayonnaise avait pris super vite. Autant cette année, ce sera peut-être un peu plus long à démarrer, mais l'effectif est ce qu'il est, et j'ai bien peur qu'une fois que la machine sera mise en route, ils écrasent le championnat. Maintenant, s'ils restent dans leurs doutes comme ça, c'est vrai que on les a vus un peu suffisants en attaque. En défense, il y a très peu de mobilité. Dès qu'on les attaque un peu, qu'on les isole, qu'on les attaque en un contre un, ça manque d'agressivité. Et souvent, c'est des duels perdus. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu la chance de les voir jouer en prépa. Il paraît qu'ils ont été exceptionnels à Strasbourg contre Veszprém, tout ça. Mais j'ai pas eu la chance de les voir jouer à ce niveau-là, et pour l'instant, c'est assez inquiétant, et on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse cohésion dans cette équipe, et que ça fonctionne bien, quoi. Donc, je pas trop d'inquiétude, mais Attention. on les joue dans pas trop longtemps, et, et s'ils pouvaient être encore dans cet état-là, on les prendrait volontiers. Alors, Cyril, est-ce que vous les avez sentis un peu douter, ces Parisiens-là, moins sereins que d'habitude? Oui, oui, à l'évidence. Principalement sur notre deuxième match, trophée champion, on a plus eu la sensation un peu comme nous d'ailleurs, pendant la plupart du match, ils se sont dit que ça allait finir par se débloquer en leur faveur. Et puis finalement, on a réussi à les amener jusqu'en time, ça s'est joué à peu de choses. Contre nous, on les a sentis un peu plus doutés. Et surtout, on a vu une remobilisation sur la fin de match. Et j'ai peur, désolé Mickaël, mais j'ai peur que ce petit moment-là, entre autres cette victoire à l'arraché contre nous, va peut-être ressouder le groupe et les relancer en se rappelant voilà, les valeurs collectives qui sont nécessaires et les combats qui sont nécessaires dans Est-ce que tu l'endroit as pour vu gagner, même si t'as vu le match de ce week-end? j'ai pas vu en entier. Alors j'ai vu qu'ils avaient à nouveau un peu galéré, mais une nouvelle fois sur la fin, ils ont retrouvé sur les 20-25 dernières minutes un peu plus de sérénité dans le jeu. Et ils ont retrouvé un peu de valeur collective en attaque aussi, ce qui leur manquait jusque-là. Et ça m'a l'air d'être dans l'évolution positive pour eux. Donc, et ce qui m'étonne le plus, c'est que moi, je les ai vus donc, à Strasbourg à Ottawa. C'est vrai qu'ils ont été vraiment impressionnants. Et peut-être que finalement, ils ont fait une trop belle préparation sur ce plan-là. Et qu'ils ont été un peu surpris au démarrage. Mais j'ai confiance en eux. Je doute pas qu'ils vont vite se remettre sur les bons rails et redevenir l'équipe parisienne qu'on craint tous. Alors, prochain match du coup pour Chambé, bah, c'est obligation de résultat. Bon, on n'est que la deuxième journée, mais après un nul et une défaite, il faut gagner contre le promu Dijon. Dijon qui s'est bien battu contre Montpellier. Donc attention peut-être à cette équipe du Dijon. C'est toujours un peu délicat de prendre un promu comme ça. Ça sent le match piège quand même, hein, Cyril. Oui, surtout qu'à Chambéry, on a une grande force, une grande faiblesse en même temps, c'est de se mettre au niveau de l'adversaire. Mais pour avoir déjà commencé à étudier l'adversaire, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui joue collective. Il n'y a pas forcément beaucoup d'individualités qui ressortent, mais ils proposent vraiment beaucoup de choses. Ils ont un jeu très varié. Je pense que c'est ce qui a rendu la tâche un peu difficile à Montpellier, même s'ils ont gagné, ça n'a pas non plus été en toute tranquillité. Donc voilà, il faut rester méfiant. Et puis en face, on a aussi Nebojsa Stojinovic, notre ancien gardien qui joue là-bas aujourd'hui. Et de mémoire, à chaque fois qu'on a joué contre lui, il nous a mis la misère. Donc voilà, ça serait une donnée aussi à prendre en compte, parce que si c'est le cas, la tâche sera vraiment difficile. Et surtout, il faudra que tous les joueurs de Chambé soient opérationnels. Alors, la saison s'annonce vraiment longue. Il y a pas mal de blessés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'état entre guillemets des blessés et leur potentiel retour? Donc Damir rejoue et manque encore un peu de rythme, mais il travaille dessus. Donc on pourra compter sur lui. Bertrand est de nouveau, je pense, en pleine possession de ses moyens. Il l'a montré d'ailleurs à Paris. Ensuite, Guillaume finit sa convalescence, il revient, il commence à reprendre petit à petit contact avec le terrain. Je pense qu'il y a des chances qu'on compte sur lui ce week-end. C'est pas encore certain, mais il y a des chances. Quant à Timothée, c'est encore trop tôt. Il est en train de reprendre tout le travail de course et d'appui, donc il faudra être un peu plus patient le concernant. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat. Cyril, on va y venir justement à propos déjà de l'objectif de Chambéry dans ce championnat. L'objectif, c'est d'aller chercher une qualification européenne le plus tôt possible. On va dire que c'est essentiel pour assurer que le club continue de tourner.
et ralentisse sa chute entre guillemets par rapport aux saisons précédentes. Donc voilà, le but c'est de chercher une qualification européenne. Idéal, forcément, on passe par une coupe, parce que ça ramènerait un titre et ça serait génial, mais autrement par le championnat, ça nous va très bien. Et une fois qu'on aura assuré cette quatrième place qualificative, on se battra pour aller chercher vraiment le plus haut possible. Maintenant, il faut. Les saisons précédentes nous ont appris aussi qu'un championnat, ça joue sur toute une saison, c'est long et les blessures viennent parfois dessiner à notre place. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Mais voilà, l'objectif a été clairement déterminé, c'est aller chercher une place européenne au plus vite. Alors j'ai une question de Charlotte qui nous demande si Chambéry a les armes pour faire un beau parcours en Coupe EHF. Je pense que ce qui est certain, c'est que la Coupe EHF cette année nous va mieux finalement que la Ligue des Champions. Où là, clairement, je pense qu'on aurait fait que de la figuration. Maintenant, ça reste une Coupe d'Europe, ça reste aussi un tirage au sort. Et cette année, le plateau, me semble-t-il, est un poil plus relevé que les années précédentes, avec des équipes comme Hanovre, comme Berlin, comme Montpellier. Donc il y a du gros en face, mais ça laisse présager de beaux matchs et pourquoi pas un parcours sympa. L'objectif là encore est d'atteindre les poules et se battre pour aller chercher, pour se rapprocher du Final Four et puis après espérer d'aller rêver tous ensemble le plus loin possible. Alors justement, là, vous jouez 2 matchs à domicile face à Ankara, me semble-t-il. Oui. Donc ça va jouer, il me semble, en un week-end. Vous avez Aix et Toulouse assez proches. Comment préparer une telle semaine au niveau de l'engagement pour éviter les risques de blessures? Faut les récupérer. Est-ce qu'il y a possibilité aussi certains matchs vont peut-être être déplacés? Ça va être une semaine. Je ne sais pas si vous avez un peu vu le calendrier. Et c'est une question de Vince. Ça va être une semaine terrible, quoi. Visiblement, le calendrier est verrouillé, donc il n'y aurait pas de changement de date. On a la chance, en effet, on va faire 2 matchs de suite samedi dimanche, donc ça risque d'être compliqué physiquement dans la gestion des joueurs. Mais bon, ce sont 2 matchs à domicile. On va économiser aussi un voyage à Ankara qui puise également un joueur, ce qui nous offre également aussi un week-end de repos, le week-end qui pousse, qu'on va utiliser à bon escient dans la préparation de cette semaine où en effet on va jouer 4 matchs en 7 jours. C'est vrai. Et puis après, on va pas se mentir, si on veut se protéger et se mettre dans les meilleures conditions, il va falloir sortir un très grand match le samedi contre Ankara pour être en mesure de faire tourner le dimanche, d'assurer quasiment le résultat sans cette prétention, mais vraiment essayer de s'arracher au maximum pour avoir un petit peu de sécurité et puis en espérant que Ankara ayant accepté de faire 2 matchs à Chambéry, qui ne croit pas trop, qui ne s'accroche pas trop à la qualification, et voilà, et pouvoir mettre un peu plus de rotation le dimanche pour en effet se protéger sur la suite du calendrier. Alors, on aura peut-être quelques petites questions sur l'équipe de France, mais avant je vais passer la parole à Stéphanie Fernandez parce qu'elle a une petite interview décalée pour vous. Cyril, je vous souhaite, voilà, je vous souhaite bonne chance, tout simplement, Cyril. Bonsoir Cyril. Salut Steph. Bon, écoute, d'abord je te remercie vraiment, je suis honorée de te recevoir et très heureuse que tu répondes, que tu t'engages à répondre en toute honnêteté à mes questions, quelque peu décalées. Voilà, donc c'est parti pour l'interview spéciale Cyril Dumoulin. Bon, écoute, j'ai pas encore de jingle, mais c'est parti. Cyril, ton surnom? Moulin. Un autre poste que gardien? Arrière gauche, j'aurais aimé. Il paraît. Ouais. Ta première sélection? En Lettonie en juin 2009. Bien, vrai. Un jour marquant de ta vie? Mon mariage. Alors, tu es plus billet de match ou 50 nuances de grès? Billet de match. Tu pourrais nous avouer l'avoir lu, 50 nuances de grès? Non, pas lu. Celui-là, pas lu? Je le prêterai. Si je fouille dans ton sac, avec l'accord d'Anso, bien sûr, que puis-je trouver que je ne trouve pas chez les autres? Peut-être un petit calepin et un stylo pour prendre des notes. Pour prendre des notes, quel genre de notes? Des notes, principalement pour billet de match. D'accord, forcément. Alors, Cyril, forcément, Gardan ou Cavalli? Dur, mais je dirais Gardan parce qu'il est venu me chercher au centre et il a vraiment cru en moi, il m'a vraiment poussé. Donc, il a vraiment compté à un moment donné au tout début, donc Gardan pour ça. Et Cavalli pour la suite. Voilà, et il pérennise le truc, donc c'est un bel enchaînement.
Il y a une vraie continuité. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qui m'intéresse. Dans le nouveau système. D'accord. Tu es plus Twitter ou Facebook addict? Plus Facebook, quand même. Je me mets petit à petit à Twitter, mais je suis encore un peu moins à l'aise que sur Facebook. Ton défaut le plus inavouable? Je suis trop gentil, j'arrive pas à dire non, et parfois ça me coûte. Dur à changer, ça. Dis-moi, alors Cyril, la fin du monde est annoncée pour demain. Quel est ton programme du jour? Je reste toute la journée au lit avec ma femme et personne, et puis tranquille. Quel beau Je profite programme. de chaque moment tranquille. Okay. Une situation gênante? Situation gênante. Ouais, les différentes situations que j'ai vécues dans ma vie. On en parle ou pas? Ouais, on peut, ça. Le plus gênant. Allez, le plus gênant. Le plus gênant, pour moi, ça a été de chanter la Marseillaise dans un resto bondé, sachant que je chante mais alors, vraiment comme une casserole, et que tout le monde s'est arrêté de manger, tout le monde m'a regardé, et c'était horrible. Je crois même qu'on vraiment... peut trouver... Tu crois que tu peux trouver des photos ou une vidéo? La vidéo, j'espère que j'ai réussi à tout effacer. On peut récupérer peut-être une photo, non? Ouais, il peut y en avoir, je sais que ça va être difficile. Hein. Ah ouais? Bon, bah écoute, je vais investiguer. Je pense que je vais regarder. Je vais voir ce que j'ai. Ça roule. C'est pareil, tu connais du monde, on sait jamais. T'as-t-on déjà confondu avec quelqu'un d'autre? Oui, avec Pierre Paturel. Avec Pierre Paturel. Ça nous arrive régulièrement. Ouais, le défenseur de Chambéry, ça nous arrive assez régulièrement. Ouais. D'accord. Alors, une question délicate. Numéro 2 en sélection ou numéro 1 au club? Numéro 1 en sélection? Si je suis numéro 1 en sélection, je serai numéro 1 en club. Bien répondu. Ton meilleur binôme? Au niveau relations humaines, tu peux m'en donner un et tu peux m'en donner un autre au niveau compétences sportives dans la complémentarité. Relations humaines, je dirais Nebochat Grand-Vaps, avec qui j'ai partagé ces premières années. Et puis complémentarité, je dirais aussi Nebo, je pense que c'était peut-être la paire la plus intéressante qu'on ait formée. Mais après, en termes de talent et de ça, la meilleure paire, Thierry Meillard. Alors, billet de match comme psychanalyse ou pour arrondir les fins de mois? Oh, analyse. Alors, ça rapporte pas? Non, pas grand-chose. Alors, un petit peu, mais pas grand-chose. Et je ne fais pas pour ça, sinon je présenterai chez un éditeur ou je le ferai autrement, mais et puis je ne passerai pas tant de temps dessus. Surtout. Tu es sélectionneur national. Tu te prends en janvier pour les championnats d'Europe au Danemark? Sans hésiter. Sans hésiter? Sans hésiter. Très bien. Des gens faciles quand même. Très bien. Combien tu as d'applications téléchargées sur ton smartphone? Trop. Trop, ça se trie d'ailleurs. Beaucoup trop? Beaucoup trop de jeux? Ouais, pas mal de jeux. Nos heures perdues dans le bus, c'est vrai que ça aide pas mal, mais du coup trop. Non. La tenue des gardiens de handball, quand même, on en parle. Saut sexy ou pyjama party? Plus souvent pyjama party. J'espère un jour saut sexy, mais j'ai du mal à y croire. Et tu proposerais quoi? Bonne question. Je te cache pas que de mon côté, quand j'ai proposé ça, une personne proche de mon entourage m'a proposé en jupette. Tu t'arrangeras avec. Jupette. En jupette, regarde. En jupette. Je crois que quelqu'un rêve de te voir en jupette. Ah ouais, faudrait que tu fasses un numéro pour se voir, pour en parler, mais jupette, je suis pas sûr que ça maille, que ce soit super sexy. Ni le maillot moulant. Finalement, on restera peut-être pyjama party. Pyjama party, très bien. Une idée de reconversion? Dans l'idéal, écrivain, ou alors dans la formation de jeunes dans le handball, c'est quelque chose que je découvre et qui me plaît. Même si, par exemple, j'ai pas trop le temps de m'y consacrer, mais c'est principalement sur le poste de gardien, mais c'est quelque chose qui peut également m'intéresser. Bon. Tu m'as l'air très à l'aise dans ce genre de questionnaire, mais bon, je vais te poser enfin la dernière question, qui est la question à l'aveugle posée par l'invité de la semaine dernière.
En fait, le principe est simple. L'invité de la semaine dernière, qui était autre que Rémi Calvel, a posé une question sans même savoir vers qui elle allait se tourner. Alors, sa question était, à savoir, y a-t-il une paire d'arbitres que tu détestes? Si oui, laquelle? Débrouille-toi avec ça. Que je déteste, non, il n'y en a pas. Il y a Mytho. forcément des disparités, mais non, franchement, c'est chaud ce qu'ils font. Alors, on est toujours en train de gueuler un peu après eux parce qu'ils font des erreurs, mais moi j'ai arbitré sur certaines occasions et même sur des niveaux amateurs, c'est déjà la galère. Alors j'imagine qu'avec toute la pression qu'il peut y avoir à haut niveau, et puis on peut pas être aussi exigeant envers des arbitres non professionnels qu'avec des arbitres, qu'avec des joueurs professionnels. Donc voilà, j'arrive à. Ça énerve sur le match au moment, mais après je pense qu'on est en mesure de comprendre. Donc il n'y a pas spécialement quelqu'un que je déteste Ou que je tu trouve n'apprécies mauvais. guère. Définitivement, Ouais. ton pire défaut est bien la gentillesse, Cyril Dumoulin. Ouais, c'est pas impossible, tu vois. Non, moi j'ai pas menti. Hein. Bon, bah, très bien. Écoute, à ton tour maintenant de poser la question à l'aveugle. Donc vas-y, écoute, fais-toi plaisir, je la note et je la poserai dès la semaine prochaine à l'invité. Alors là, c'est chaud de trouver quelque chose comme ça de suite. Mais il demandait s'il partirait dans un club concurrent, voire même le club ennemi, pour un salaire doublé. Ouh. Très bonne Ça question. a plus que ça. Très très bonne question. Il va avoir des règlements de Ça compte. s'est proposé à toi ou quoi? Pardon? Ça s'est proposé à toi, ce genre de choses? Ouais, bah, à l'époque, Montpellier m'avait contacté, mais j'avais refusé. Mais bon, alors c'était pas une question de doubler le salaire, mais c'était assez similaire. Eh ben bravo. Donc moi j'ai ma réponse. Bravo Cyril. Écoute, merci pour toi en tout cas Cyril, merci de ton honnêteté. Je te souhaite une très bonne saison et bonne saison à toute l'équipe de Chambéry. Merci beaucoup Cyril, à très Ouais, bientôt. ben, je te remercie. Cyril, À bientôt. Ciao. on a quelques questions encore à vous poser, Cyril. Ça va pas prendre du temps. Par contre, Il y a aucun problème. je remercie Stéphanie Fernandez d'avoir été avec nous. Elle doit écourter un peu l'émission, mais on la retrouve la semaine prochaine. Merci Stéphanie d'avoir Pas de été avec problème. Merci à vous. Merci, bonne soirée. nous. Merci Stéphanie. Alors, Cyril, parlons un peu de cette équipe de France. On l'a dit, donc il y a eu l'arrêt de carrière de Daouda Karaboué. Donc, est-ce que maintenant les choses sont bien figées? Vous êtes le deuxième gardien de l'équipe de France. Seront figés, je serai deuxième gardien de l'équipe de France quand la liste pour le Danemark tombera et que je serai sur cette liste. Avant ça, c'est déjà plus de 6 mois, il y aura eu une année au total de travail, de concurrence avec l'arrivée de Vincent et voilà, les choses ne sont absolument pas figées. C'est pas forcément le style Mazas Compense de Claude. La concurrence est ouverte. Maintenant, voilà, je me considérerai numéro 2 le jour où je serai couché sur la liste des 16 qui partent au Danemark. L'arrivée d'un monsieur comme Didier Dinard du côté du staff de l'équipe de France, j'imagine que ça peut être qu'un plus. Oui, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte surtout, dans un premier temps, une expérience du handball joué, du handball pratiqué. Ça apporte un lien vraiment entre finalement le staff et le terrain. Ça continue d'améliorer. Qui plus est, il endosse un rôle de préparateur de défense qui est on ne peut plus fait pour lui. Donc il a ce gène de la transmission, il a ce gène du dialogue, il est à l'aise dans ce rôle-là et en plus vu la bonne entente qu'il a avec tous les joueurs, ça se fait facilement parce qu'on sait qu'on tire tous dans le même sens, donc même quand Didier nous gueule un peu dessus, on le prend pas mal pour autant parce qu'on tire vers la performance et on le fait tous ensemble, donc ça se passe très très bien. Bon, à l'image des Bleus en basket hier, est-ce que l'équipe de France sera championne d'Europe? Je le souhaite vivement et je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen quand même. Ouais. Allez, on y croit et félicitations encore aux basketteurs. Cyril, billet de match. Alors, déjà, premier tome, on peut plus le trouver parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, vous recevez Cyril Dumoulin, est-ce qu'on peut encore choper le premier tome de billet de match? Non, en fait, j'en ai imprimé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'en ai imprimé 1000 exemplaires pour le défi, pour le projet. Et
tous partis. Et ils ont tous été vendus. C'était un bonheur. Et là, aujourd'hui, il n'y en a plus aucun à la vente. Et le deuxième tome en préparation pour septembre. Alors comment ça vous êtes venu cette idée d'écrire un peu ce qui se passait Est-ce que vous allez faire pareil avec là c'est Chambéry, vous allez parler un peu de l'équipe de France également? J'espère. Alors bien sûr, il faudra que je demande l'aval de Claude pour en parler, mais ça fait partie du projet. L'idée vient d'un truc tout bête. C'est une démarche que j'entretenais avec mon préparatif mental, Laurent Wagner, afin de me permettre de figer les choses et de pouvoir faire un retour plus efficace à froid sur les matchs de performance, afin de cibler ce qui revenait, de cibler le travail, voilà, de mettre en place tout ça. Et puis, petit à petit, vu que j'aime ça, j'ai développé exercice vers cette forme de monologue, de journal intime. Et puis, quand 2-3 gens se sont tombés dessus, ils ont aimé, ils ont surtout vu qu'ils découvraient des choses. Et c'est là où l'idée m'est venue d'aller au fond des choses, d'aller plus loin, en allant jusqu'à publier le livre. C'est comme ça qu'est né le premier livre, Billet de match. Et tu parles d'une préparatrice psychologique, c'est toi qui en as fait la démarche ou c'était quelque chose qui était proposé par le club? Au tout début, c'est un contact qui a été fait, proposé par le club, mais qui a été relativement, finalement été court dans le temps, et que moi j'ai cherché à prolonger parce que j'ai vite senti que ça pouvait m'apporter quelque chose, et je fais partie de ces sportifs qui sont convaincus de la place très très importante du mental dans la performance, et donc de l'efficacité que peut avoir ce genre de travail avec des préparateurs mentaux efficaces et qui savent de quoi ils parlent. Alors justement, Billet de match, vous avez aussi votre site, Cyril Dumoulin. Est-ce que déjà ça marche bien, bien visité? Vous retranscrivez aussi un peu ce que les matchs du week-end? Ça marche bien? Ouais, je suis très content du trafic et des retours que j'en ai, donc voilà, je suis ravi. Je sais que ça plaît et que j'ai pas fait ça pour rien, donc je suis content. Donc Billet de match. Moi j'ai une petite question. J'aimerais savoir un peu. Je vois que tu développes beaucoup Facebook, tout ça. Est-ce que tu arrives après à t'en servir à des fins un peu de business individuel, et est-ce que tu arrives à ressortir des sorties d'argent sur des pubs sur Internet, sur du partenariat avec des sponsors locaux, des entreprises locales? Aujourd'hui, déjà le trafic sur mon site, je pense, n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose c'est une démarche que j'ai pas encore tenté. C'est pas de pub sur mon site, ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucune pub, rien du tout sur mon site. Après, sur des partenaires privés qui s'intéressent qu'à un joueur, dans le land, on sait tous que c'est encore très très limité, donc c'est pas mon cas. Et de connaissance à part Nicolas Karabatic, il n'y a pas grand monde qui a vraiment beaucoup de partenaires privés, donc tant mieux pour lui, hein, mais c'est vrai que c'est encore un peu trop limité. Au niveau local, je pense qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, surtout à Chambéry où le handball est quand même un sport dominant. Ouais, mais après c'est aussi beaucoup d'échanges, c'est plus des échanges qu'autre chose. Il n'y a pas de contrat vraiment rémunérateur. Il y a de l'échange, et puis il y a de l'aide, et puis on est aussi dans une période qui n'est pas forcément la plus aisée pour ce genre de partenariat, donc tout ça fait que pour l'instant c'est pas spécialement le cas. Mais si ça doit arriver, ben ça arrivera, et entre guillemets on va dire que je serai prêt le cas échéant. Donc Billet de match, je le disais, va sortir au mois de septembre 2014. Vous allez le sortir en combien d'exemplaires? C'est la grande question. Alors, je partirai au moins sur les 1000 comme le premier, mais j'espère plus. Ça dépendra aussi de l'évolution, on va dire, de la communication autour du match et des retours que j'en ai. Entre autres, des pré-réservations seront ouvertes en janvier. Et les premiers chiffres nous donneront une idée des risques à prendre, parce qu'encore une fois, c'est l'auto-édition, je finance, c'est moi qui prends les risques, ce qui est normal à la fois parce que c'est mon projet et mon livre. C'est vrai. Mais je ne veux pas non plus aller à l'aveugle. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à tâter le terrain au fur et à mesure. Mais pour être honnête, mon idée de départ était de tenter le 2000 exemplaires. Avec tous les auditeurs de RTS, déjà, t'en vends au moins 1000. Hein. Ah bah, c'est tout ce que je me souhaite. Alors justement, Cyril, on va vous remercier. Juste avant, j'ai pas mal de questions pour les auditeurs. Alors, on va pas le temps de l'avoir, de tous vous les donner. Alors ce que je vous propose, Cyril, c'est via nos réseaux sociaux, je vais vous envoyer
petite série des auditeurs des questions, et puis si vous avez le temps d'y répondre, qu'on puisse les publier. Ouais, mais qu'ils n'hésitent pas, et même sur mon Facebook, ils peuvent aussi me contacter, sur mon site, ils peuvent me contacter. Mais les questions que vous avez quelqu'un entre guillemets, avec plaisir, je vous répondrai. Ça fait partie de mes habitudes de répondre généralement Exactement. à tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer un message privé sur Facebook. Donc je ferai avec plaisir. Si vous m'envoyez des questions, j'y répondrai, je m'y engage. Ouais, exactement, c'est vrai que sur Facebook, vous êtes quelqu'un vraiment de très disponible pour bah voilà, je vous ai contacté par Facebook pour venir sur l'émission, la preuve, vous m'avez répondu et vous êtes là ce soir, donc merci Cyril vraiment d'avoir partagé cette petite demi-heure avec nous. Je vous souhaite une excellente saison avec Chambéry, avec l'équipe de France aussi. Ouais, je vous remercie. Je vais juste rajouter un petit truc, c'est concernant le billet de match, je devrais ces prochains jours faire une petite annonce qui peut intéresser les auditeurs et les lecteurs, qui pourraient un peu rentrer dans l'aventure billet de match. Donc voilà, qui restent attentifs sur mon site ou sur mon Facebook. Il y a un petit truc sympa, je vais bientôt sortir. Ah, restez attentifs. Alors, une petite annonce va se faire, chers auditeurs. Teasing. C'est la mode. Merci Cyril d'avoir été avec nous et bonne saison à vous. Bah, je vous remercie bien. Et bonne saison à vous aussi. Merci et au plaisir. Bonne saison, sauf en Coupe de la Ligue. Ah ouais. On se retrouve vite, t'inquiète. Ciao. Voilà, c'était Cyril Dumoulin avec nous. Alors, vous l'avez compris, pas mal de questions sur le chat. Je remercie Sabine de nous les avoir retranscrits. Je les ferai parvenir à Cyril qui y répondra. Voilà, on peut pas, on a aussi des horaires. Il est 20h42 déjà, on va enchaîner en plus rapidement avec le hand fauteuil. Juste le temps pour moi de parler avec Sébastien Ripstein de la Ligue des Champions. Alors, deux clubs français en lice. Pas malheureusement, même résultat. Victoire de Paris et puis défaite de Dunkerque. Alors, Sébastien, analyse un peu de ces résultats. On va commencer par Paris. Mika, est-ce que tu as vu le match? Oui. Alors, Paris, Sébastien va peut-être nous en parler peut-être un peu plus précisément. Comment tu as trouvé nos Parisiens, Seb? Moi, personnellement, comparé à ce qu'a dit Cyril, avec qui on a abordé le sujet, moi, je serais un peu plus dur que lui. Moi, je trouve que personnellement, ils ont été beaucoup trop individuels. Ils ont gagné le match, d'accord, mais même sur la fin, où pour moi, il n'y a pas eu franchement de sursaut collectif, on va dire. Il y a eu des parades au beau moment d'Annonay. Par moments, c'est surtout les talents individuels qui ont fait la différence. Je pense notamment à Hansen. Il y a eu quelques mouvements collectifs autour d'un seul homme. Moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est Garcia qui a, avec son entrée en seconde mi-temps, qui a apporté du punch, que ce soit au niveau du tir, au niveau de la passe, mais pour le reste, ça a été beaucoup à l'emporte-pièce, à l'arraché, etc. Et on va dire que collectivement, c'est plutôt le jeu de Minsk qui m'a plus impressionné que celui de Paris. Et puis, donc, prochain match pour Paris, Seb? Ouais, moi je suis assez d'accord avec Sébastien. On a vu des petits sursauts d'orgueil à la fin, et c'est peut-être ça qui leur permet de gagner le match. Il y a forcément Garcia qui a fait un bon match. Après, il y a Lucas Ballot qui a eu quelques éclats de génie. Il y a Hansen qui se réveille sur 2-3 tirs à la fin du match. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours pareil. Hein, les grands joueurs sont là au moment où il faut. Alors, ils ont merdé un peu tout le match. Et puis, au moment où ça devient un peu chaud, même Copillard qui a été absent tout le match, je crois qu'il met son premier but à la 55e ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est ça, oui. C'est des buts importants. Donc, c'est vrai que moi je les sens un peu timorés, mais mine de rien, ils étaient vraiment en difficulté. Et sur les deux derniers matchs, ils sont en difficulté. Ils arrivent à s'imposer, certes avec un peu de chance contre Chambéry, mais avec un peu plus d'autorité contre Minsk. Et voilà, quoi. On sait qu'ils peuvent monter en puissance. À ce niveau, je me fais pas tellement d'inquiétude. Mais c'est vrai que sur ce premier match, sur cette entrée en Ligue des Champions, on voit quand même la différence entre une équipe qui a les noms et les joueurs et une équipe qui a peut-être moins de noms qu'eux, mais qui arrive à collectivement et qui a l'habitude de ces joutes justement européennes. On voit quand même la différence à un moment. Après, on peut aussi se rendre compte que Barcelone a été faire match nul au Vardar, que Kiel a failli passer à la trappe à ploc. Donc les gros ont aussi eu la vie dure un peu dans cette première journée de Ligue des Champions. Oui, tout à fait, c'est le constat que j'allais faire. Effectivement, tu m'as devancé, mais c'est tout à fait ça, exact. Alors, je crois qu'il y a Patrick Bizet qui est avec nous, il me semble-t-il. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Alors, on finit juste un petit mot Ligue des Champions quand même pour le deuxième club. Patrick, vous pouvez même donner votre avis si vous voulez. Hein. Un petit mot quand même sur Dunkerque, Sébastien, qui a pris un peu l'eau hein, quand même.
Bon, ils ont pris cher, comme tu dis, mais ils ont quand même tenu la baraque pendant 45 minutes, hein, il faut le souligner. Avec les moyens qu'ils avaient, les moyens du bord, entre guillemets, un très bon Vincent Gérard, quelques beaux mouvements collectifs quand même si bon, on voit comme la différence, une équipe qui a fini sur le podium de la Ligue des Champions, une équipe qui découvre les joutes européennes, hein. On l'a vu au niveau des impacts de tir, etc. Et au niveau qu'il manquait ce petit plus, notamment à un moment pour avoir les ballons, pour égaliser, on va dire, plus tôt dans la partie, mais globalement, ils ont fait quand même un match relativement correct pour moi, sans trop les crucifier. Après, bon, la différence, elle se fait dans le dernier quart d'heure. On voit tout de suite l'expérience d'une équipe comme Kielce avec ses arguments, notamment, on pense notamment à un collectif qui est très bien huilé pour moi, avec un Strelec très en forme sur son aile, un Schmal excellent comme à son habitude. Et puis après, les Jureki, Aguina Galdé, tout ça qui ont fait le métier. Après Dunkerque, c'est vrai, après 10 buts, mais bon, voilà. Ouais, moi On va dire du classique quand même. Schmal pas mal. Pour moi, c'est plutôt Lozère qui fait un peu la baraque en fin de match et qui leur fait vraiment mal. Et après, ils ont. Une Dunkerque menace a été détectée. Voilà, c'est mon antivirus. Désolé, intrusion. C'est pas moi. Moi non plus. Et oui, et Dunkerque a tenté une défense un peu agressive avec des numéros 2 qui montaient très haut et c'était pas inintéressant parce qu'avec les arrières, Jureki, je me rappelle plus Lijeski l'arrière aussi. droit, Lijeski, voilà. Jurkevic, c'est des arrières qui tirent, qui sont dangereux. Il est à bloc maintenant, mon ami. Qui ça? Jurkevic, t'as parlé de Jurkevic, tu as dit, non? Jureki, pardon. Ah, pardon, parce que Jurkevic, il est à bloc. Jureki, ouais. Et ouais, et donc s'il n'y avait pas eu Zorman, je pense que ça aurait pu payer, mais sur ce type de défense, Zorman leur a fait vraiment très mal dans les 1 contre 1 et dans Voilà. la direction du jeu. Oui, puisque c'est le jeu de Zorman, justement. C'est un demi-centre, comme il l'avait dit pendant le match. C'est pas comme Tachik qui est un demi-centre qui va tirer loin, etc. Mais c'est vrai que Zorman, on connaît avec ses 1 contre 1, tout ça. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal à la défense. On est d'accord. Alors on parlait de Plock, messieurs, ce sera le prochain adversaire de Dunkerque et pour Paris, ça sera le Metalog Skopje. Donc autant dire que ça va être difficile également pour les deux équipes en lice en Ligue des Champions. 20h47. Alors on a fait patienter un peu Patrick Bizet, mais Patrick, merci d'avoir déjà patienté. On va parler maintenant d'une autre discipline dérivée un peu du hand, c'est le hand fauteuil. Voilà. Alors Patrick, j'ai été touché par votre effort pour promouvoir un peu le hand fauteuil, un sport à part entière. C'est pour cela que ce soir vous êtes là pour nous en parler. Alors la première question, toute banale, toute bête, qu'est-ce que le hand fauteuil, quoi? Donc le hand fauteuil, c'est ouvert à tout le monde, ouvert donc aux valides et aux non-valides, de tous âges. Et donc c'est une pratique qui fait partie du hand ensemble. Donc dans le hand ensemble, il y a la section hand adapté, donc pour les personnes en situation de handicap mental. Excusez-moi. Et le hand fauteuil qui est ouvert aux personnes en situation de handicap physique. Alors, donc en fin de compte, c'est n'importe quel. Ça peut être très bien paraplégique ou alors amputation ou en fin de compte, ça peut vraiment différentes maladies en fin de compte, on va dire. et il y a également des valides. Voilà, il y a exactement des valides parce que la Fédération française de handball a voulu jouer sur la mixité, qu'il y ait un mélange et que on joue ensemble au hand, en fin de compte, qu'il n'y ait pas de barrière entre handicapés et valides. Alors justement, est-ce qu'il y a un championnat de hand fauteuil? Non, pour l'instant, c'est plus loisir. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de clubs qui ont une section hand ensemble. Ça commence à se développer plus dans le hand adapté que dans le hand fauteuil. Le petit souci du hand fauteuil, c'est que déjà, premièrement, il faut trouver les personnes en situation de handicap physique. Et après, il y a le deuxième petit souci, enfin même gros souci, c'est le fauteuil. Parce que les fauteuils, ça coûte très cher et donc c'est le gros souci pour pouvoir faire développer le hand fauteuil. Alors, j'imagine que ce qui vous a poussé du côté du hand fauteuil, c'est un accident de la vie. Voilà, exactement. Ça remonte en 2008, le 26 janvier 2008. J'étais gardien de but, donc c'est pour ça que je suis un peu ému parce que juste avant, j'adore Cyril Dumoulin.
Donc le fait de passer juste après lui, c'est vrai que ça me touche un peu. Et suite à un arrêt, là, mon genou a craqué et tout. Il y a eu rupture de ligament croisé, recul de déplacer et un peu le ménisque de toucher. Et en fin de compte, la première opération s'est mal passée. Le chirurgien, je vais faire court parce que le chirurgien s'est un peu acharné jusqu'à la 3e. Il a empiré la chose. Et en fin de compte, après, je suis allé dans un autre hôpital sur Caen. Et là, il y a eu greffe d'os. 6 mois après, il y a eu opération pour remettre les ligaments. Et en fin de compte, le chirurgien m'avait toujours averti que je ne retrouverai jamais mon genou d'avant. Et en fin de compte, là, il y a 3 mois, tout a recassé. Et en fin de compte, maintenant, il ne peut plus rien faire. Je suis obligé de porter une attelle articulée. Et dans genre pas de chance, l'autre genou s'y est mis aussi. Donc, du coup, maintenant, sur les 2 genoux, je porte des attelles articulées. Alors, c'est vrai que c'est difficile cette situation, mais vous baissez pas les bras et vous avez décidé de... Voilà, le fait d'avoir été plusieurs fois dans un centre de rééducation à Granville, ça m'a permis de découvrir un monde que c'est vrai qu'on connaît pas, le monde de l'handicap, et j'ai découvert des personnes formidables, des personnes qui étaient pires que moi au niveau du handicap, et c'est ces personnes-là qui m'ont reboosté. Et donc quand je suis revenu chez moi, je me suis dit je ne peux pas rester à ne rien faire, puisque malheureusement j'ai été licencié aussi de mon travail suite à mes problèmes vu que j'étais en invalidité. Et donc du coup je suis rentré au départ dans une association qui s'appelle le Bouchon 276. Ça m'a permis du coup ce qui récolte les bouchons en plastique pour justement pour l'achat de fauteuils et entre autres et aménagement de cuisine, salle de bain et tout ça. Et du coup, je suis rentré dans cette association-là, mais l'envie du hand était toujours présente. Donc, ma femme ayant repris le hand à ce moment-là, et au niveau de Saint-Nicolas d'Aliermont, ils n'avaient pas d'entraîneur. Donc, du coup, je me suis dit, je me lance dans ce domaine-là. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Jérôme Aujean du club de Dieppe quand j'ai passé mon premier niveau d'entraîneur, accompagnateur d'équipe. Et c'est là qu'il m'a parlé du hand ensemble. Il m'a parlé qu'il y avait le hand adapté donc au club de Dieppe. Et il m'a dit viens voir un jour comment ça se présente. Entre deux, il m'a expliqué justement le hand fauteuil, que ça pourrait vraiment m'intéresser. Ils ont voulu il y a 2 ans lancer cette section-là, mais le souci c'est que il fallait une personne qui s'en occupe réellement. Donc on m'a donné les cartes blanches et c'est là qu'en octobre 2012 j'ai lancé le truc sur Facebook. Et en fin de compte ça a fait un buzz, je m'attendais pas, parce que moi j'avais fait ça pour récupérer des joueurs au niveau autour de chez moi, et en fin de compte ça a pris de l'ampleur et ça a été jusqu'au Brésil, jusqu'en Côte d'Ivoire. J'ai eu des messages de partout que les gens étaient touchés par ce que je voulais faire, alors qu'en fin de compte, j'ai juste voulu relancer un truc qui était sur Dieppe et qui était fait déjà depuis une dizaine d'années au niveau de la Fédé. Et en fin de compte, c'est vrai que tout le monde me met en valeur tout ça, alors qu'en fin de compte, moi j'essaie surtout c'est de pouvoir déjà entraîner une équipe et en même temps prendre du plaisir à jouer au hand fauteuil. Alors justement Patrick, c'est là que ça nous emmène au 28 septembre, il va avoir une démo hand fauteuil. Voilà, c'est ça, j'organise une démo et en même temps un match, parce que j'entraîne aussi l'équipe de Montville à côté de Rouen. Donc ils vont venir ce jour-là pour faire découvrir au public le hand fauteuil. Et je me suis dit pour que les gens se déplacent, parce que déjà le handicap c'est déjà les personnes, c'est pas un truc que ça touche beaucoup de monde. Donc je me suis dit pour que les gens viennent ce jour-là voir le hand fauteuil. Je me suis dit je vais essayer de voir pour trouver une personnalité du hand. Et en fin de compte, ça
ça me touche que justement vous m'aviez contacté pour justement m'aider aussi dans cette recherche-là, parce que c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de mails à pas mal de personnes, mais j'ai pas eu beaucoup de monde qui m'a répondu. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment de la chance, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu Madame Catherine Niquez, qui fait partie de l'association des anciens internationaux de l'équipe de France, qui m'a contacté, et en fin de compte, elle va venir avec son mari Alain Niquez et Monsieur Claude Galland, qui ont fait partie de l'équipe de France dans les années 70-80. Et donc, j'ai vraiment été touché aussi de ce côté-là que cette personne-là me contacte et me dise qu'elle va venir samedi prochain lors de ma démonstration en fauteuil. Quels sont les clubs phares de la région autour de cet événement? Donc, en Normandie, je suis le 3e club, en fin de compte, à avoir une équipe de hand fauteuil. Donc, il y a Montville à côté de Rouen, et après, c'est en Basse-Normandie, Hérouville-Saint-Clair, avec Mourad Saadi. Je voulais parler des gros clubs de handball pour un peu... Nous, sur Dieppe, on n'a pas réellement, c'est plus après Vernon, qui est Saint-Marcel Vernon. Mais nous, à part la créa la créa handball qui est en train d'évoluer, mais sinon on n'a pas réellement de gros clubs dans le coin. D'accord, et oui, d'accord. La créa handball, ça me parle, c'est un truc qui est en train de se former. Là, il n'y a pas l'ancien gardien. Voilà, c'est ça, au niveau de la Kindarena de Rouen et Damien Rouault, tout ça, là, c'est ça. Voilà. Donc il y a pas mal de messages de soutien sur le chat, comme Sabine qui nous dit: Patrick, ce que tu fais c'est admirable, gros bisous. Par contre, qu'on soit clair, le 28 vous cherchez toujours une personnalité du monde du hand. S'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir, c'est vrai que ça me toucherait beaucoup s'il y avait une personnalité du hand, que ce soit retraité ou même actif, là, qui vienne ce jour-là, ça me toucherait énormément, parce que c'est vrai que le hand, c'est une passion depuis longtemps. Et là, le fait que je me suis retrouvé en invalidité, que je suis limité dans certains mouvements, c'est vrai que ça me toucherait beaucoup de recevoir une personne du handball en fin de compte. J'espère que votre message sera écouté, parce que bon, c'est vrai que le 28 c'est un peu délicat, parce qu'il y a la journée du championnat pour les actifs. Oui, je me doute. Alors j'en ai. Bon, je me dis, après, dans les retraités du handball, il y a peut-être quelqu'un qui écoute ce soir et qui peut peut-être venir. Je l'espère. Je sais que vous avez sollicité l'entraîneur de Chartres, d'ailleurs, en soi. Voilà, il vous a répondu. J'ai eu aussi Marie. Oui, il m'a répondu, mais comme là, il est pris ce week-end-là. Par le championnat. J'ai eu aussi Marie-Annick Désert qui m'a répondu que pour raison professionnelle, elle s'excusait, mais elle se trouvait en Tunisie ce jour-là. Donc, et après, j'ai contacté d'autres personnes, mais ils m'ont pas répondu. Donc, mais bon, après, je sais très bien que les gens ont aussi des choses à faire. Écoutez, votre message, je pense qu'il est bien passé. Surtout continuez ce que vous faites pour le monde associatif et surtout. Et surtout que tous les clubs français, j'espère aussi qu'ils vont se mettre aussi, vont se dire, tiens, nous, pourquoi pas ouvrir une section ensemble. Parce que de pas laisser ces personnes handicapées, soit mentales, soit physiques, sur le banc de touche. C'est des personnes admirables et on est des personnes comme tout le monde. Et puis encore en plus le handball, c'est vraiment quelque chose de très bien parce qu'il y a le jeu collectif et tout ce qui suit. Et franchement, si tous les clubs pouvaient essayer de réfléchir à lancer leur section, je sais que là en ce moment il y a le club de Libourne du côté de Bordeaux qui est en train de lancer aussi sa section hand fauteuil. Donc s'il pouvait y avoir un peu plus de clubs, ce serait super. Ouais, un peu plus de clubs. Ouais. Et surtout, si les fabricants de fauteuils pouvaient arrêter de se gaver sur les gens qui font ce genre de choses, ce serait pas mal aussi. Parce qu'un fauteuil avec 2 roues et un fauteuil, je suppose que c'est pas trop cher à produire, et je crois que ça coûte 2 ou 3 000 euros. Donc, voilà, exactement. C'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment honteux, ça.
Eh ben écoutez, Patrick, j'espère que le message est passé. Il reste 5 jours si vous nous écoutez pour nous contacter, Andé, ou alors Patrick, votre page Facebook, ou si vous avez un numéro de téléphone, on ne donnera pas en antenne, mais on vous fera une page, un petit coup de pub quand même pour votre page Facebook, Patrick. Voilà, c'est en fauteuil sur Dieppe. Voilà, en fauteuil sur Dieppe. Donc n'hésitez vraiment pas à les contacter, Patrick Bizet, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et avoir une structure, malheureusement. avoir une structure qui peut nous accueillir pour continuer à faire le sport, votre sport favori qui est le handball. Et ben on sera bien content d'y aller. Donc le message est passé, j'espère, et on se tiendra au courant, Patrick, que vous allez trouver une personnalité du handball. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de main, à nous contacter, à contacter Andé, Patrick. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. C'est nous, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Donc voilà, c'était toujours intéressant quand même d'avoir un peu, voilà, c'est un dérivé du hand, mais chapeau quand même de pouvoir. J'ai vu une démonstration à la Kinder Arena et ce monsieur était là justement, Patrick Bizet, et comme quoi le monde est petit parce que 2 mois après il est à l'antenne. Donc voilà, le message est passé. Le 28 septembre, handballeur, vous êtes vous n'avez rien à faire, faites un bon geste et allez du côté de Saint-Nicolas-d'Erguermont pour aller soutenir un peu le hand fauteuil. Allez, on va continuer nous notre programme. Il nous reste un petit quart d'heure pour parler des championnats étrangers, mon ami Sébastien. Oui, je voulais juste rajouter une petite parenthèse si je me permets, que ce que ce monsieur fait, franchement, ça impose le respect. Hein. Ouais, effectivement. Et j'ai bien aimé le coup de gueule d'un certain Mika-I, franchement, bien aussi. Ah il en faut, hein. S'il en fait pas. Puisque tu as dit Mika, si je peux me permettre, c'est tout à fait vrai. Donc, mais bon, après, tant qu'il y a pas, que les gens s'en rendent pas compte eux-mêmes, comme tu dis, on fera pas avancer les choses, malheureusement. Ouais. Allez, parlons de ce championnat espagnol qui a joué sa 2e journée, je crois. Oui, tout à fait, c'est ça, 2e journée. Bon, Barcelone et Logroño, concernés par la Ligue des Champions, ont joué en début de semaine. Avec démonstration barcelonaise de nouveau, 44-20 à Cuenca, avec notamment 6 buts pour un certain Nikola Karabatic, qui a fini meilleur buteur, avec notamment Lely et Thomas, chacun 6 buts. Donc voilà, une belle petite, un beau petit match d'entraînement, on va dire, pour le favori barcelonais, quoi. Alors Barça, éternel favori, et alors derrière, comment ça se passe? Derrière, on a déjà un premier élément de réponse avec la défaite de Logroño qui s'incline à Cuenca 28-27. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse, puisque Logroño était a priori annoncé comme l'un des candidats avec Léon le plus sérieux. Et j'enchaîne l'action en disant que Léon a fait match nul à domicile contre Huesca 25-25. Donc déjà, ça confirme un peu la tendance que je disais la dernière fois, comme quoi Barcelone va vraiment... sauf tremblement de terre, séisme ou invasion de sauterelles, remporter ce championnat. Ensuite, au niveau des résultats, Granollers a battu Valladolid, 28-25. Guadalajara, Porto, Sagunto, ça s'est fini à 24-22 pour les locaux. Bidasoa Irún, le promu, a perdu à domicile contre Cangas, 22-25. Anetasuna, l'ancien club de Pierre-Yves Rago, a gagné contre Aragon 30-24. Le promu Puente Genil a fait match nul contre Riron 23-23. Voilà, ça c'est pour les résultats de la seconde journée. Alors, du côté de l'Espagne, on sait que Barcelone est favori. Et du côté de l'Allemagne, comment ça se passe? Du côté de l'Allemagne, ça confirme un peu la tendance de la dernière semaine, quoi. Puis, Kiel est toujours devant, quoi. Derrière, Rhein-Neckar reste accroché à ses bases. Il y a quelques équipes qui se tiennent globalement, mais pour l'instant, Kiel est devant, mais sans montrer trop de sérénité, on va dire. Puisque Kiel s'est imposé, il faut le savoir, Kiel s'est imposé à domicile contre Wetzlar d'Ivano Balic, 26-25, et avec de nouveau avec un Philippe Gichat qui est actuellement l'homme fort côté Kiel. Je ne sais pas si Mika va me contredire ou pas, mais c'est lui qui a marqué le but de la victoire à quelques secondes de la fin, et si on se souvient bien, c'est lui aussi qui ce week-end a marqué le but victorieux contre Plock. Donc vraiment, actuellement, on peut dire que c'est vraiment Gichat qui a retrouvé son niveau, qui tient la baraque de Kiel. On peut peut-être considérer Kiel le même début de championnat que Paris, quoi. Oui, dans l'ensemble, oui, c'est vrai que Kiel a quand même plus de matchs, mais c'est vrai que la physionomie globale reste un peu la même. C'est vrai que Kiel a actuellement pas mal de difficultés à remporter certains matchs. C'est vrai que notamment à domicile, c'est assez flagrant de voir qu'ils ont beaucoup de mal. Gummersbach, c'était un exemple en tant d'autres, et là, Wetzlar a confirmé, même si Wetzlar, c'est pas non plus une mauvaise équipe, mais sans vouloir faire offense à Ivano Balic ou à José Ravero Mbados, c'est une équipe qui est là pour, on va dire, jouer les 7-8 premières places, mais pas pour jouer le haut de tableau.
Alors les autres résultats dans cette Bundesliga? Ouais, ben déjà, Flensburg s'est imposé à Lübeck 29-25. Donc, Flensburg confirme actuellement qu'ils sont dans une bonne petite dynamique, aussi bien avec leur victoire en Ligue des Champions qu'en championnat. Berlin a battu Minden 32-25, bon, sans surprise. Lemgo Göppingen, alors Göppingen qui malheureusement va devoir se passer pendant plusieurs semaines de Primo Spross qui est blessé, a gagné à Lemgo, d'ailleurs son premier succès 34-32. Hambourg, ça va faire plaisir. Un certain Mikaï a battu Gummersbach 34-29, avec notamment 7 buts pour Quentin Mahé, qui a réalisé son match, on va dire, le plus abouti depuis le début de la saison, même si actuellement Quentin tourne relativement bien, avec encore 3 buts, si je ne m'abuse, contre le Gros en Ligue des Champions. Quentin qui a vraiment fait sa place du côté d'Hambourg. Sur les matchs que j'ai vus, oui, franchement, on peut dire que vraiment, Quentin a vraiment pris de l'importance. Mais on le voit à tous les niveaux, si je peux me permettre, que ce soit au niveau handballistique que médiatique. Il est passé la dernière fois sur une chaîne de télévision allemande, etc., en compagnie de Johannes Bitter. On voit vraiment qu'il a vraiment vraiment une place dans ce collectif. Tout à fait. Et du côté du deuxième français de Hambourg, Max-Henri Hermann, est-ce qu'il rentre un peu temps de jeu ou pas du tout? Ah, écoute, pour l'instant, malheureusement, je serais tenté de dire pas du tout, puisque les deux gardiens qu'ils ont, Johannes Bitter et le Danois Marcus Cleverly, tiennent vraiment bien la baraque. Quand l'un n'est pas bon, c'est l'autre qui se met au diapason, comme par exemple en Ligue des Champions, où c'est Cleverly qui a beaucoup plus joué que Bitter, et on a vu la performance. Donc actuellement, il y a peu de place, malheureusement, pour Max Henry. Effectivement. Donc... Ensuite, les autres résultats. Donc, Eisenach, le promu, remporte ses premiers points en s'imposant chez un autre promu, justement, Emstetten, 25-24. Bon, Bergisch, qui avait fait une belle série, malheureusement, s'incline à domicile contre Melsungen, 29-28. Hanovre, Babalingen, après une rencontre serrée, 33-30. Et dernier match, le duel, on va dire, le plus intéressant de ce week-end, Magdebourg, Rhein-Neckar, ça se termine sur un match nul 31-31. Alors, je pense qu'on a été complet, à moins que tu aies quelques petits résultats sous la main concernant les équipes de Ligue des Champions qui jouaient dans leurs championnats respectifs. Ben, écoute, au niveau de la Ligue des Champions et de ces équipes-là, on va dire ça, c'est comme il n'y a pas de changement par rapport à la semaine dernière. On va dire que les équipes comme Kielce et Plock, pour l'instant, qui ne se sont pas encore rencontrées, dominent leurs championnats respectifs dans Pologne. Veszprém est actuellement aussi en forme, voilà. Pour l'instant, mais de toute façon, dans ces championnats, le problème qu'il y a, c'est que tant que tu n'as pas, on va dire, les confrontations directes entre ces équipes-là, il n'y a pas vraiment, on va dire, de sensation, quoi, parce qu'il est rare qu'elles passent à travers, malheureusement. Il y a aussi des championnats un peu sans être grossiers à sens unique, on va dire. Alors, on me demande, on a fait vraiment un excellent tour sur le championnat étranger. Merci Sébastien. On me demande de revenir un peu sur la LNH parce qu'on a oublié de donner des résultats. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on a fait court, notamment Paris, Chambéry, on l'a dit, 30 à 29 pour Paris. Dijon-Montpellier, victoire Montpellier-Rennes 26-22. Nîmes-Cesson 22-27. Dunkerque-Toulouse 31-27. Ivry s'incline à domicile face à Aix-en-Provence, on l'a dit tout à l'heure, 20-21. Nantes-Célestat 32-27 et Saint-Raphaël-Tremblay 29-26. Prochaine journée du championnat, la troisième journée, ou troisième épisode, c'est un peu la mode maintenant qu'on dit ça, voilà, tout simplement. Montpellier-Nantes, ça va être un choc, ça également. Montpellier-Nantes, Mika, ça, pareil, excellent match et en plus il va être retransmis sur Canal, me semble-t-il. Ouais, mais ça avait été un gros choc de la fin de saison dernière où Nantes avait un peu tout perdu sur ce dernier match où ils avaient perdu leur place européenne. Mais je pense que Nantes comme Montpellier cette année ont de vraies ambitions, si ce n'est le titre, au moins d'aller chercher une place européenne, voire la deuxième place du championnat. Donc ça va être un match très intéressant et j'ai hâte de le voir, celui-ci. Ouais, le premier rencontre le deuxième. Mika, je te laisse la parole pour nous parler un peu de cette équipe de Saint-Raphaël. Vous allez les rencontrer à domicile. Ça va être un match encore compliqué. Hein. Ah bah bien sûr, mais de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de matchs simples cette saison. Et Saint-Raphaël fait un bon début de saison. Leurs recrues sont performantes. Les anciens sont toujours là. Donc c'est une mayonnaise qui prend bien en ce début de saison. Et ils vont venir conquérants à Aix-en-Provence, mais bon, nous, c'est notre premier match à domicile. On n'a pas perdu depuis un sacré bout de temps au Val-de-l'Arc. Certes, Nico était là pour nous y aider, mais on a envie de faire bonne impression pour une première devant nos supporters. Donc,
ce sera un match très disputé et je pense qu'il se jouera dans les dernières minutes. Effectivement, série en cours hein, pour Aix-en-Provence, donc toujours une petite source de motivation. Paris, Sébastien se déplace à Cesson, Cesson qui fait un excellent début de championnat. Est-ce qu'on peut s'attendre à une petite surprise? Une petite surprise? Franchement, je pense pas, malheureusement. Je pense que Cesson va pouvoir tenter sa chance, qu'ils pourront faire on va dire, qu'ils pourront tenir la dragée haute aux Parisiens. Après, je pense que ça va quand même se jouer un peu sur la même physionomie qu'on a vu sur les Ah, petit souci avec notre ami souhaite aussi. Sébastien qui bug un peu. Ah, Voilà. ah, tu nous entends un peu? Bon, bah Sébastien, je crois qu'on l'a perdu. On a une question. Si, je suis là, je suis là. Ah, voilà. On avait perdu Sébastien. Alors, on avait une petite question, messieurs, et ben, je vais tout simplement la poser à Mika. On en a déjà parlé en off avec Stéphanie avant que vous arriviez, mais bon, voilà, c'était du off. La question est la suivante. Bougez pas, je la retrouve. La voilà. Euh, avec la polémique de l'équipe MAG, qui dit que les joueurs de Paris font exprès de mal jouer pour faire virer Gardan, est-ce que c'est crédible? Qui c'est qui a marqué ça? L'équipe Magazine. Sérieusement? Ouais. J'étais pas au courant. C'est pas brillant, ça? Et, peu et, pas. et pour avoir un peu, ça serait peut-être crédible. Il y aurait peut-être une cassure entre d'un côté Narcisse Gardan et de l'autre côté le reste des joueurs. Donc, est-ce que c'est crédible ou pas? Est-ce qu'on d'ici là qu'ils font exprès de mal jouer? Je pense pas quand même, hein. On reste professionnel et surtout bah, des sportifs de haut niveau qui ont l'esprit de la gagne, Mika. Oh, je pense pas du tout. Les types arrivent dans un club comme on en connaît peu dans le handball maintenant, avec des gros moyens financiers, des actionnaires, donc je pense pas qu'ils peuvent se permettre Ils sont payés des sommes assez faramineuses pour le handball et je pense pas qu'ils peuvent se permettre de mal jouer pour faire virer l'entraîneur. S'ils ont un problème avec l'entraîneur, je pense qu'ils peuvent en discuter sans forcément influer sur le jeu. Non, je pense juste qu'il y a d'autres problèmes au PSG, mais je pense pas que ce soit ça. Ouais, des problèmes. Il y a peut-être des problèmes entre Gardan et les joueurs, mais d'ici là qu'ils font exprès de mal jouer, je pense pas, hein. Il y a quand même un monde entre les deux. Alors, on l'a dit, hein, Cesson qui reçoit Paris, Chambéry-Dijon. On en a parlé avec Cyril Dumoulin. Match piège pour Chambéry. Célestat Dunkerque. Toulouse reçoit Ivry. Tremblay reçoit Nîmes déjà pour un match important hein, pour cette équipe de Tremblay. On va essayer d'avoir pourquoi pas un joueur de Tremblay pour la semaine prochaine. Donc on vous promet rien, mais on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Donc on a fait le tour hein, de cette journée de championnat. Et je vous rappelle, il y aura aussi une journée de Ligue des Champions ce week-end. Sébastien, si tu les as sous les yeux, je crois que Dunkerque reçoit Plock, me semble. Dunkerque reçoit justement, on reste dans la filière polonaise, puisque Dunkerque reçoit le Wisła Plock. Et là, ça va aussi être un match difficile. Et j'espère que le public Dunkerquois répondra présent parce qu'ils en auront besoin. Et puis Paris Oui. se déplace, me semble-t-il. Au Métallurg Skopje. Voilà, au Métallurg Skopje. Donc match aussi. Ah bah là-bas, dans l'ambiance de Skopje, je peux te dire que ça va être très très difficile de chercher un résultat. Ils peuvent le faire, mais après, il faudra être, on va dire, quand même limite plus costaud que contre Minsk, notamment au niveau de la prestation collective, parce que là-bas, ça ne pardonne pas quand même. Ouais, effectivement. Et la Coupe de la Ligue, Mika, t'en parlais tout à l'heure. Il va y avoir un petit Chambéry-Aix. Ouais, bah écoute, nous on va aller là-bas décomplexé, hein. Ça va être un match compliqué, on le sait, et c'est pas forcément un objectif la Coupe de la Ligue, donc on ira là-bas pas défaitiste, mais en essayant d'aller jouer un bon match de handball. Une menace a été détectée. Décidément, et pourquoi pas créer la surprise, mais je pense pas, on n'en a pas encore discuté avec les joueurs et le staff, mais je pense pas que la Coupe de la Ligue fasse partie de nos objectifs. Alors il y a des sacrés chocs, hein. Nantes-Toulouse le 5 octobre en Coupe de la Ligue, Chambéry-Aix-en-Provence, Saint-Raphaël-Nîmes, Montpellier-Dijon. Donc ils se rencontrent déjà, hein. Ils sont déjà rencontrés. Cesson-Ivry et Célestat Tremblay, donc un petit Nantes-Toulouse et ça va être sympa aussi à voir. Le 5 octobre, donc c'est la Coupe de la Ligue.
Donc je pense qu'on a été, assez complet sur tous les résultats. Il me semble que Sébastien Mangin nous a rejoint. Oui, bonsoir, Ah, bonsoir ça, à tous. ça c'est bien calé. Et du coup, quand Sébastien Mangin nous rejoint, c'est Michael Hille qui laisse sa place. Mika, merci. Je passe le relais. Tu passes le relais, puis à la Salut, semaine Mika. prochaine. Salut. À la semaine prochaine, Mika, et puis bon match. Avec plaisir. Bye bye tout le monde. Ciao. Allez, j'ai une petite résonance. Moi, j'espère que vous, ça ne dérange pas. Donc, Sébastien, on va commencer avec une défaite. Une défaite qui a fait mal de Chartres. Et on a vu aussi pas mal de... Attends, j'ai vraiment un écho. Je sais pas si vous l'avez, l'écho, vous, messieurs. Moi, je l'ai, ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va éteindre la conversation et rappeler, ça va aller mieux. Bougez pas. Hop. Donc voilà, un petit souci technique, ça peut arriver, c'est rare, mais bon voilà, ça arrive. Hein. On va essayer de rappeler tout le monde. Hop, je enlève ça. Oula, là, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'appelle pas de numéro de téléphone quand même. Je crois qu'on a, on a récupéré ces. Moi, je suis là, ouais. Ah, on n'a plus de problème là. Moi, c'est bon. Ouais, pareil. Allez, c'est bon. Sébastien Ripstein est également avec nous, je crois. Tout à fait, oui. Toujours là. Alors, je disais, Sébastien Mongin, j'ai pas intérêt de me tromper maintenant parce que j'en ai deux sous la main. Donc je disais, Sébastien, une défaite de Chartres qui a fait mal et qui a fait réagir, notamment votre entraîneur qui a dit que c'était indigne de l'ambition qu'avait le club, cette défaite. Alors avec du recul, comment tu peux l'analyser? La défaite? Bah ouais. Ouais. Non, je crois que tu me demandais les propos. Donc, Bravo. la défaite, on n'est pas rentré dans notre match, à l'inverse du match contre Ponto. On n'est pas rentré de la meilleure des manières. On a été mené 3-0 rapidement. On a réussi à revenir à 5-4 et puis ensuite on prend une deuxième fois le bouillon. Donc du coup, on court après le score tout le match. De l'avis des observateurs extérieurs, on jouait en marchant, on était à l'arrêt. Donc après, effectivement, pour en avoir discuté un peu avec les collègues, on a la sensation aussi d'avoir eu un peu les jambes lourdes sur ce match. Donc pas à chercher d'excuses physiques, hein, mais voilà, effectivement, peut-être qu'on n'y était pas non plus dans la tête et au niveau des cannes. Bon voilà, donc est-ce que ça peut justifier une telle entame de match? Je sais pas. En tout cas, on a complètement raté notre première mi-temps et donc du coup, on court un petit peu après le score. En deuxième, on revient un petit peu, on recolle à 2-3 buts et puis après pareil on reprend des écarts, donc il y a eu vraiment trop de périodes de temps faible dans ce match pour l'emporter et donc du coup on se retrouve avec une défaite à domicile qui fait tâche par rapport aux ambitions affichées de ce début de saison. Alors, petite réaction sur les propos de votre entraîneur? Normal? Non, ouais, normal, ouais, non, il y a pas, enfin, je veux dire, il y a pas à polémiquer là-dessus. On n'a pas été à la hauteur de l'événement ou justement du non-événement qu'a été ce match pour nous. Et voilà, non, il y a rien à dire. Faut se remettre au boulot. Faut avoir plus de certitude sur notre jeu et quand on est dans le dur, essayer de faire le minimum pour attendre des moments dans le match où ça sera un petit peu mieux. Et puis voilà, donc après, non, il n'y a pas forcément besoin de commenter. Voilà, on a fait un non-match, on n'a pas été bon, on assume tous individuellement notre contre-performance et cette semaine se remettre au boulot, même si de toute façon jusqu'à présent on bossait, hein, c'était pas qu'on bossait pas, mais voilà, on continue à bosser. La vie du sportif de haut niveau et des équipes de haut niveau, c'est aussi malheureusement des contre-performances. Ce qui fait aussi l'intérêt de ce sport, c'est la capacité de réaction et il va falloir qu'on soit capable de la montrer dès ce week-end contre Créteil dans l'adversité. Mais voilà, quoi de mieux que cette rencontre pour le montrer. Ouais, c'est ce que je disais, c'est peut-être l'adversaire peut-être le mieux pour se relancer, enfin pour se relancer entre guillemets, pour se rattraper, si on peut parler comme ça face à Créteil. Hein. Disons que pour la première fois depuis le début de la saison, on sera dans la position d'outsider, ce qui n'a pas été le cas contre Ponto, même si on l'a assumé et ce qu'on n'a pas du tout assumé contre Besançon. Donc là, quelque part, j'ai envie de dire, pour une fois, on est dans la position du chasseur. Et, donc du coup, ça va, disons, être dans un état d'esprit plus combatif, j'espère, que Besançon, mais il va pas falloir non plus faire n'importe quoi parce que Créteil, c'est une très bonne équipe qui sanctionne rapidement les équipes qui perdent des ballons ou qui
qui joue pas correctement, donc il va pas forcément non plus jeter toutes nos forces dans la bataille sans aucune lucidité. Hein. Donc voilà, il va falloir aussi être intelligent et faire les choses correctement. C'est vrai. Donc un petit incident de parcours pour Chartres et justement victoire de Besançon, hein, 26-29 sur Chartres. Justement, tu parlais de Créteil qui s'est imposé plus 6 face à Nancy. Ouais, bah Créteil qui est toujours privé de son arrière-droit Stanic et de Hugo Desca sur l'aile gauche, donc qui se déplace encore, j'ai envie de dire, sans deux titulaires. Nancy qui aura finalement tenu tête à l'ogre francilien pendant 45 minutes. Puis il y a eu un fatal 11-3 qui offre la victoire aux Cristoliens. J'ai envie de dire qu'il y a deux raisons qui ont été avancées, notamment la première par Thierry Tony, l'entraîneur de Nancy, pour cette défaite et cet écart qui a été fait à la 45e minute. Notamment le gardien, Suncic, qui a fait une très très bonne deuxième partie, deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, et qui a fait chuter la réussite en attaque de 60% à 42% à la fin du match pour Nancy. Et la seconde qui était plus liée à la profondeur de banc entre Créteil et Nancy. Créteil a tourné à 13 joueurs alors que Nancy a tourné à 10 joueurs. Ce qui fait que dans les derniers moments de la partie, physiquement, les Nancéens ont sûrement un petit peu pêché et Créteil en a profité. Comme je le disais, c'est une équipe qui pardonne pas les erreurs et donc a tout de suite sanctionné, fait un écart et a remporté sa première victoire à l'extérieur. Nancy, qui avait fait une bonne performance la semaine dernière à Besançon, qui va avoir maintenant 2 déplacements à Mulhouse et à Chartres. Et d'après l'entraîneur Thierry Tony, ils espèrent en gagner un des deux. Alors, Créteil qui est en tête du classement avec notamment une équipe qu'on connaît bien, hein, c'est Billère qui a enfin gagné son match depuis déjà pas mal de temps, hein, face à Massy, 23-30. Belle perf. Ouais, effectivement, une bonne perf. J'ai envie de dire que Massy finalement a fait une contre-performance vu ce qu'il nous propose depuis un an. On aurait pensé qu'ils auraient pu battre Billère à la maison, donc, et pourtant Billère fait partie des favoris, donc c'est un petit peu bizarre, je pense, le sentiment que doivent avoir les Franciliens après cette défaite. Pour le cas de Billère, c'est une victoire après 27 matchs, justement sans victoire. Début de match équilibré, 11-12 à la 23e minute. Et puis les visiteurs qui prennent le score grâce à l'efficacité de Milasevic. Puis il y a eu une période de stérilité offensive de Massy qui ont inscrit que 2 buts en 14 minutes. Et ça a permis donc à Billère de faire un premier écart 16-11 à la 31e minute. Et ensuite, ils ont eu un deuxième temps faible rédhibitoire, une deuxième fois avec uniquement 2 buts en 13 minutes, qui a définitivement scellé le sort du match pour les visiteurs. Et ce qui est un peu inquiétant pour les locaux, c'est ces 2 périodes où il y a eu des enchaînements de fautes techniques, notamment un carton rouge pour le capitaine Johan Caron. Et voilà, donc même si Masson-Pelé prendra aussi un carton rouge en fin de match, ça ne troublera pas la marche vers la victoire des hommes d'Arnaud Villedieu qui, comme on le disait au début, remportent leur première victoire depuis les matchs de play-off contre Mulhouse il y a 2 saisons. C'est vrai, comme quoi Billère qui est en tête du championnat avec une victoire et avec un match nul, je crois. Match nul sur la première journée contre Angers et donc là une victoire à Massy. Effectivement, donc Billère-Massy, on l'a dit, belle victoire de Billère. Une autre équipe qu'on s'attend encore à mieux dans ce championnat, et c'est Istres qui a brillamment remporté le match face à Valence, 29-21. Ouais, toujours privé de Reznicek, l'artilleur justement tchèque arrière droit, et de Ver, le jeune ailier droit qui avait notamment montré de belles aptitudes à la finition la saison dernière. Une première mi-temps, j'ai envie de dire, avec 10 premières minutes équilibrées, 5 partout. Puis Istres creuse un premier écart, 11-6 à la 20e minute. Le gardien Rezard qui commence à faire son show, il donc totalisera 14 arrêts en première période et qui emmène dans son sillage Théodoro qui inscrit pas mal de buts à 9 mètres, le jeune fraîchement médaillé cet été avec l'équipe de France junior. Et puis en fer de lance de la défense, Thierry Fleurival, historique du club, bien aidé par Bram de Wit, transfuge de Semur, qui à eux deux mène de main de maître une défense istréenne intraitable face à Valence. En deuxième mi-temps, les 5 premières minutes, une fois de plus, où le gardien Rezard va faire parler à la poudre
il va encore stopper toutes les attaques de Valence. Il paraît même que certains joueurs refusaient le tir. Et puis une entrée fracassante de l'Argentin Federico Vieira, qui inscrira 9 buts dans cette partie, et qui permettront donc à Istres de gagner avec un écart assez conséquent de 8 buts. Et du coup, ça relance un petit peu Istres dans ce championnat par rapport aux prestations de l'année dernière et surtout leurs prestations à domicile. Ils ont fait preuve apparemment d'énormément d'efficacité et de maîtrise. Bon, ça, je pense que c'est la patte Bastien Sismondo aussi en attaque. Et maintenant, à eux de confirmer le jour où leur gardien, disons, sera moins en chaleur, parce qu'il faut quand même constater que sur ce match, il fait quand même 24 arrêts. Donc un gardien qui fait 24 arrêts et qui permet aussi à son équipe de valider pas mal en contre-attaque grâce à de belles relances, ça facilite quand même les choses. Donc on va voir maintenant sur les 2-3 prochaines journées si Istres est enfin lancé dans ce championnat de Pro D2. Ouais, donc affaire à suivre du côté de Istres. Il y a aussi une équipe quand même qui fait un début de championnat plus qu'honorable. C'est un promu, c'est Bordeaux, qui est allé chercher le match nul du côté de Vernon. 27 partout, Bordeaux est égalité en tête du championnat avec Créteil et Billière. Belle perte des promus. Ouais, est-ce qu'il serait pas en train de nous faire le coup un petit peu des Massicois de la saison dernière? C'est vrai. En tous les cas, ils commencent avec une victoire marquante sur un ancien de LNH Istres, et ensuite ils vont s'imposer chez un habitué des joutes de la Pro D2 Vernon. Bon, Vernon effectivement qui évoluera comme toute cette saison avec 12 joueurs. Jérôme Delaporte disait qu'il mettait ses joueurs dans un cocon pour les protéger vu le nombre le restreint de son effectif. Une première mi-temps totalement à l'avantage des Bordelais qui mèneront 16-8 à la 24e minute. Rien ne fonctionne pour Vernon, pas de défense, très peu d'efficacité en attaque. Et puis en fait, Vernon va réussir à faire son retard petit à petit, -4 à la 48e, puis -1 à la 51e, grâce à quelques arrêts de l'Argentin Gracia, pas mal de contre-attaques de Manebar, ancien de Billère, et des shoots d'un international belge, Bollaert, qui a signé cette année en remplaçant de Hamilcar Martilly. Tout ça nous amène sur une fin de match au couteau, et Zouzo aura même une balle de match, mais finalement son tir passe au-dessus de la cage, et donc les deux équipes se neutralisent 27 partout. Jérôme Delaporte dira qu'au vu de la première mi-temps, c'est tout de même un bon résultat pour Vernon. Ouais, effectivement. Donc belle perf de Bordeaux, le promu. Il nous reste Angers, Ponton-Combo. Une belle victoire de Ponto. Ouais, voilà, effectivement, une belle victoire de Ponto. Angers ne voulait pas répéter la contre-performance de l'année dernière où ils avaient encaissé en fin de saison une lourde défaite de 10 buts à domicile. Et donc, ils essayent d'entamer du mieux possible cette première mi-temps, et ils le font. Ils dominent les débats, malgré une équipe francilienne très offensive qui change son système défensif par rapport à la semaine dernière, qui agresse un petit peu plus l'attaque angevine. Mais la réussite au tir de Obad notamment et Ortega, les deux nouvelles recrues, offre un avantage de 3 buts à la pause pour Angers. En deuxième période, un fait de match malheureux. Johan Eudarik, le défenseur et pivot d'Angers, qui va se fracturer le cubitus. Oui. Donc voilà, on lui souhaite déjà un prompt rétablissement. À la suite de cet événement, il y a eu un gros élan de solidarité des Angevins qui vont se souder derrière finalement ce fait de match. Mais ils sont tombés sur un portier qui fait une fois de plus la différence, j'ai envie de dire, sur cette journée. Les gardiens, un peu comme la semaine dernière, font parler d'eux. Il va réaliser 17 arrêts en une mi-temps. Et derrière, Valentin Hamann, ancien de Célestat, et Alexis Jalamion, qui, j'ai envie de dire, enchaînent les bonnes performances week-end après week-end, ils vont faire la différence. Et malgré cette solidarité et l'abnégation du groupe d'Angers, malheureusement, ils vont quand même perdre ce match, malgré une dernière balle qui aurait pu leur permettre d'égaliser. David Penaud déplore surtout ce fait de match et espère que Angers va pouvoir se relever de ce coup dur. Ouais, donc on va voir si Jalamion fait partie du set de la JPH pour la deuxième fois consécutive. Surprise. Juste avant de parler un peu du classement, un petit avis sur le chat de Sylvain. Donc je remercie Sabine de nous retranscrire les questions. Donc Sylvain nous dit, pour la Pro D2, Istres va encore avoir du mal. Pour moi, Massy va confirmer comme la saison dernière, et Bordeaux sera la surprise.
Bon, il a juste oublié un peu Chartres là-dedans, mais ça on lui en veut pas, personne n'est parfait, hein, Sylvain. Mais voilà, Bordeaux, la surprise, pourquoi pas, et Massy, la confirmation. Bon, bah, Istres va avoir encore du mal, ça serait quand même étonnant, hein. Ouais, ouais, il faut voir quand même les 2-3 prochaines journées, mais il y a quand même deux signes qui ne trompent pas. Le retour de Bastien Sismondo qui va permettre aux jeunes joueurs istréens de s'exprimer et de ne pas avoir la responsabilité du jeu sur les épaules, car Bastien la prendra pour lui. Et ensuite, un portier de classe internationale comme Rezar qui va leur faire des parties. Et puis même s'il fait pas 24 arrêts, s'il en fait que 15 ou 16, ça permettra à son équipe de voyager tranquillement. Donc, je ne sais pas s'ils seront promis à la fin de la saison, c'est difficile de le dire, mais en tous les cas, ils se battront pas pour le maintien. Ouais, ça serait quand même surprenant. Quoique, on l'a vu la saison dernière, tout est possible. Un petit point sur le classement avant de parler du set de la JPH Pro D2. Ouais, alors avec toujours un exempt, hein, Mulhouse qui n'a pas joué, mais mais c'est quand même particulier après 2 journées. Aucune équipe qui aura remporté 2 matchs, C'est vrai. donc c'est quand même rare pour le souligner. Ce qui doit être encore plus rageant pour Chartres, quoi. Ouais, effectivement, avec 2 matchs d'affilée à domicile, ça aurait été l'opportunité de se placer tout de suite en tête. Mais c'est un petit peu ce championnat qui est comme ça, avec la capacité des petites équipes, j'ai envie de dire, de battre les grosses équipes. Et il n'y a pas vraiment pour l'instant de leader qui se détache. On verra après un tiers du championnat. Je pense qu'il y aura quand même une ou deux équipes qui vont se détacher. Là, pour l'instant, Billière, Créteil, Bordeaux en tête avec 5 points, une victoire et un match nul. Ensuite, les équipes qui sont à une victoire, une défaite, donc Nancy, Chartres, Besançon, Ponto, Istres et Massy. Angers qui enregistre une défaite et un nul. Et enfin, Vernon et Valence qui ont 2 défaites. Valence qui a 2 défaites et Mulhouse et Vernon qui ont un match exempt, donc qui ont que 2 points pour l'instant. Ouais. Donc prochaine journée, on a dit avec le choc, Créteil-Chartres. Ouais, voilà, Créteil-Chartres vendredi soir. Ça se jouera sur Palais des Sports René Aubron vendredi soir. Oui, un match au choc, un match au sommet, un match comme on les aime, et puis voilà, donc on attend ça avec impatience, on va se préparer comme il faut cette semaine. Alors, un petit mot, quand même, on en prend souvent de ces nouvelles, c'est de Sébastien Ostertag. Il s'est entraîné ce soir donc avec le groupe, donc j'espère, je pense que ça sera peut-être un peu chaud pour la fin de semaine, mais en tous les cas, ça allait plutôt bien. Il a fait pratiquement tout l'entraînement avec nous, donc ça va plutôt pas mal. Bon, souhaitez-lui, Sébastien, nos bonnes chances. Plus de rétablissement possible. Voilà, allez, pas de prompt rétablissement, ça porte la poisse, donc bonne chance pour le prochain match. Alors, ce set de la JPH. Alors, donc, on va commencer par la Pro D2. Donc, à l'aile gauche, une fois de plus, Alexis Gelamion qui a inscrit 11 buts. Voilà, sur le poste d'arrière gauche, le jeune Théo Dereau, donc de Istres. Voilà, sur le poste de demi-centre, Milasevic de Billière qui a inscrit 8 buts. Sur le poste d'arrière droit, Federico Vieira, l'Istréen, 9 buts. À l'aile droite, sa première nomination, Mathias Ortega de Angers. Au poste de pivot, Valentin Hamann, ancien de Célestat, qui est maintenant à Ponto, qui a inscrit 8 buts au poste de pivot. Et enfin, comment ne pas élire Alioucha Rezar, le gardien de Istres, qui a réalisé 24 arrêts ce week-end contre Valence. Ouais, effectivement, belle perf. Voilà, même s'il y a encore une fois, comme je disais, des gardiens ont fait parler d'eux, comme Mailleux notamment, qui a fait 17 arrêts en une mi-temps, ou alors Suncic, le gardien de Créteil, qui a écœuré les tireurs pendant ce dernier quart d'heure. Mais bon, là, 24 arrêts, c'était difficile de pas le récompenser. Ouais, ça c'est vrai que là, c'est une belle perf. Ouais. Et du côté de la LNH? Donc du côté de la LNH, on retrouve Baptiste Buteau, 6 buts. William Acambré de Montpellier sur le poste d'arrière gauche. Morten Olsen de Saint-Raphaël sur le poste de demi-centre avec 8 buts. Niokas. Donc Kevin Niokas, l'arrière droit de Chambéry, qu'on a pu voir à la télé effectuer une première mi-temps énorme avec un 7 sur 8 rien qu'en première mi-temps. Sur le poste d'ailier droit, le Tunisien Toumi de Nantes. Au poste de pivot, Igor Anic. Et enfin, un Cessonné aussi dans la cage, Yann Gentil. Voilà, 2 Cessonnés, le pivot et le gardien pour terminer. Ouais, c'est vrai que Cesson fait un excellent début de saison en LNH.
plutôt surprenant. On verra s'il confirme prochaine journée. Bah écoute, je pense qu'on a été complet également sur la Pro D2. On te souhaite, Sébastien, un excellent match face à Créteil. Peut-être qu'il sera retransmis par Endivision, on sait pas. Je sais pas si tu as des infos là-dessus. Pour l'instant, non, mais il faut suivre sur le site. Faut voir sur les retransmissions seront annoncées. Ouais. Donc ça sera affaire à suivre. Et puis je remercie personne parce qu'on est que tous les deux en fait, Sébastien. D'accord, ok. Et donc, en tête à tête alors. En tête à tête et pour encore une excellente page de Pro D2. Excuse-moi, avant que je te coupe, les sets de la semaine ne seront pas disponibles sur le site de la JPH demain matin, parce que notre spécialiste logo est en transfert entre la Pologne et Célesta, Monsieur William Hanotel, donc du coup il n'y aura pas les visuels sur le site de la JPH, ils y seront à partir de jeudi. Voilà. Mais vous pouvez les retrouver. D'ailleurs, voilà. je vais mettre la petite rubrique en première. Comme ça, vous saurez tout sur la JPH via Ondé. Voilà. Si ça peut, il y aura toujours des contents et c'est vrai que c'est pas mal suivi quand même parce que tous les joueurs jouent le jeu et partagent via le site de la JPH. Ouais. Sur les réseaux sociaux aussi, généralement, c'est bien relayé par les responsables communication des différents clubs qui sont toujours contents de voir qu'un joueur de leur équipe est récompensé, donc c'est plutôt sympa. Ouais, et c'est vrai que vous pouvez récompenser aussi pour le All-Star Game, c'est pas le All-Star Game, le All-Star Game, Ouais. vous pouvez voter justement Patrice Annonay qui dégoûte les tireurs de pénalty dans les dernières minutes. Ouais. Baptiste Buteau et Yann Gentil, donc ils font partie du set, à part Patrice Annonay. Ouais. Mais Baptiste Buteau et Yann Gentil font partie du set, donc ils sont en lice pour les joueurs français, tandis que c'est Morten Olsen, Edin Basic et Aymen Toubi, me semble-t-il, pour les joueurs étrangers. Donc vous pouvez les sélectionner également sur le site de la LNH. Donc voilà. Bah écoute, Sébastien, on a été complet. Je regarde parce que si j'ai pas d'autres questions, la prochaine journée, voilà, la prochaine diffusion, ça sera le 11 octobre et ça sera un Mulhouse de Chartres pour toi, mon petit Sébastien. Ah, d'accord, un petit parfum de play-off de la saison dernière. Et effectivement, encore un bon petit duel et une petite revanche là-dessus. Ouais, effectivement. Bonne petite revanche. Et donc, moi, je vais essayer de contacter, pourquoi pas en vision, s'ils veulent mes compétences pour commenter les matchs, ça serait sympa aussi. Pourquoi pas, allez, je me fais un peu d'autopub, autant en profiter. Tu te lances. Voilà, je me lance, allez, c'est parti. Écoute, Sébastien, on remercie les auditeurs, on te remercie également pour cette page Pro D2 qui est de plus en plus suivie et de plus en plus demandée, faut le savoir. Et je sais que ça te prend du temps et je t'en remercie. Surtout c'est avec plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une excellente journée de championnat de Pro D2. Et puis je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés et de rester fidèles à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonsoir à tous.